Merci Thierry. Donc on aura un retour, donc on fera, je pense, une présentation spécifique de cette expérience bâtiment virtuel, mais on voit qu'on est allé très loin dans le projet, puisque je pense que c'est une des choses les plus avancées en France aujourd'hui sur des petits projets. On avait, je le dis volontairement, souhaité pas prendre un projet entre guillemets parisien, une tour à la Défense, des choses comme ça, mais prendre un immeuble en province, à La Rochelle, encore d'état séparés aussi, je tiens à le rappeler, puisque les artisans sont associés, donc c'est pas quelque chose d'une grande entreprise générale. Donc le projet est en cours et les résultats sont extrêmement attendus, donc ça fait partie des éléments. On a créé aussi des trophées, parce que c'est pour encourager et donner envie, c'est bien de donner des prix, donc il y aura des lauréats dans une dizaine de catégories. Donc là aussi, c'est pour que tout le monde soit servi, donc c'est pas les bimes d'or du moniteur, là c'est vraiment des prix qui sont liés à des sujets spécifiques. Après, il y a, alors je dirais pas tous les jours, mais il y a un certain nombre d'appels à projets, puisque bon, on est dans une phase aujourd'hui où tous les outils sont à créer. On a vu sur la contractualisation, donc l'utilisation, donc il y a l'accompagnement des maîtres d'ouvrage aujourd'hui, donc il y a tout un ensemble de documents qui se font, y compris sur la gestion, exploitation, maintenance. Un petit mot quand même sur le carnet de suivi numérique et d'entretien du bâtiment. Comme en France on est très fort, on a voté une loi qui est applicable au 1er janvier 2017. Donc aujourd'hui, et c'est une loi qui n'a pas été remise en cause, c'est-à-dire que tous les permis, c'est pour logement neuf, hein, tous les permis déposés au 1er janvier 2019 devront disposer à la livraison d'un carnet de suivi numérique et bâtiment. Donc on a 1 an et demi, donc là les politiques n'avaient pas appréhendé qu'ils avaient voté quelque chose, donc on l'a rappelé à Mme Duflot, à Mme Pinel et récemment à Mme Cos. Donc l'appel à projet est lancé et le carnet de suivi, mais la loi reste, donc tous les permis 1er janvier 2017, vous devrez fournir un carnet de suivi numérique. Ça sera assez basique, hein, je vous rassure, pour le début, mais les choses sont lancées et la date n'a pas été modifiée. D'autres actions sont à mener. Donc, pour nous aussi les architectes, donc les valises pédagogiques, tous ces éléments-là, donc toutes les actions au niveau des TPE et des PME, tout ce qui gravite autour du BIM, donc de la formation. Un petit mot, donc les valises de sensibilisation, bien évidemment, les appels à projets sont en cours, et les guides de méthodologie. Alors on a parlé de protocole, de convention. Il fallait quand même un peu cadrer les choses aussi pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Parce qu'apparaît un nouveau métier, à nouveau, on a commencé à l'esquisser, puis on en parlera avec la maîtrise d'ouvrage, c'est l'AMO BIM. On a eu l'AMO HQE, et maintenant on a l'AMO BIM. Donc il y a des gens souvent qui viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, mais qui conseillent nos maîtres d'ouvrage pour écrire des protocoles, des conventions. On a vu quand même les premiers appels d'offres qui ont été lancés par les maîtres d'ouvrage. L'AMO BIM disait qu'il fallait être en niveau 3. Alors aujourd'hui, on a dû faire un mot avec l'ordre, d'expliquer que le niveau 3 n'est pas atteignable par l'immense majorité, voire la quasi-totalité. Donc on a dit que le niveau 3 aujourd'hui n'était pas atteignable, mais on le demandait dans le cadre de consultation. Donc les guides existent, vous pouvez aller sur le site du PTNB, les documents support sont mis en ligne systématiquement, ils sont validés par nos organisations professionnelles. La convention BIM, qui est une convention éditée par Mediaconstruct, elle existe aujourd'hui et vous avez une version déjà 2 qui est sur le site. Donc voilà sur cette première partie. Avant d'attaquer l'avis de la maîtrise d'ouvrage, puis je vais appeler Éric Rullier sur scène, que je remercie d'être venu de Paris ce matin. Donc Éric est aussi le vice-président de BIM Prescrire. Là aussi, quand on a demandé de nous rejoindre au sein de l'association, on n'a pas voulu prendre un Nexity ou un Kaufmann, donc prendre un maître d'ouvrage qui était sensibilisé au BIM, qui avait une vision. Il avait un directeur technique au début, tu en parleras, qui n'était pas spécialement motivé dans le BIM. Bon, aujourd'hui, il est BIM manager, donc je pense qu'on l'a convaincu. Et il va nous faire un petit peu le point de vue. Donc Eric aussi est membre de la Fédération des promoteurs immobiliers. Donc son support de présentation a été vu et validé par la présidente.
juste parce que là ça a été même assez dense en 7h30, je ne sais pas si vous avez quelques questions ou on avance dans la présentation. Pas de questions, on doit être une présentation parfaite. Donc Eric, je te laisse présenter. Voilà. Oui, bonjour à tous, donc, je suis Éric Feuillier, président de la société de promotion CFD et DREAM. Donc, comme le disait Lionel, nous sommes une société qui réalise environ 300 logements par an. Donc, nous ne sommes pas très très gros, mais nous ne sommes pas non plus tout à fait petits. Donc, il y a quelque temps, déjà 2 ans, en discutant avec Lionel, il m'a parlé du BIM. Donc, je me suis demandé ce qu'était cette chose un peu bizarre. J'ai un petit peu approfondi et ma première démarche a été de savoir ce que pouvait apporter le BIM au maître d'ouvrage. Bon. Et donc j'ai essayé de faire une synthèse en suivant le déroulement d'une opération, en commençant tout simplement par la conception. Donc un des intérêts très très importants pour nous, c'est déjà l'échelle urbaine, la visualisation 3D et la possibilité d'aider à la décision, particulièrement avec les élus qui ont toujours du mal à se rendre compte de l'impact que peut avoir un projet dans un tissu urbain et qui n'ont finalement bien souvent qu'une réponse à enlevez-moi un étage, sans très bien savoir d'ailleurs à quoi ça correspond. Bon. Donc la visualisation 3D, la possibilité de numériser une rue, voire un village. Donc récemment, dans une opération, dans une ZAC multisite, on a, à partir de données IGN avec PLM, numérisé l'intégralité d'une petite commune et on a présenté au conseil municipal les objectifs, le projet, et à la fin, les gars étaient incapables de nous dire oui, mais ça existe, ça n'existe plus. Ils étaient complètement perdus. Bon, et donc l'opération était totalement réussie dans la mesure où le projet s'intégrait totalement au tissu urbain et tous les petits problèmes de hauteur, etc., avaient disparu. Bon, autre point très important dans la phase conception, c'est sécuriser le volet insertion dans le site. Bon, en Ile-de-France, où nous opérons, un permis sur 2, voire 2 permis sur 3 sont attaqués, et un des motifs les plus souvent évoqués, c'est de dire que les documents présentés par le maître d'ouvrage et par son architecte ne sont pas suffisants pour aider le maire à prendre une décision cohérente par rapport à l'environnement. Bon, il est évident qu'avec la visualisation 3D, on a capacité de changer les angles, d'avoir des vues aériennes, de montrer en fait que notre bâtiment s'intègre tout à fait et que ce collectif que nous réalisons, en fait, il y en a qui ont exactement la même volumétrie, 50 mètres à côté, et c'est pas parce qu'il y a un pavillon qui est juste en face qu'on vient dénaturer l'intégralité du tissu urbain. Bon, en ce qui concerne la phase APS, APD, qui doit nous emmener au dépôt du permis de construire, la première démarche pour le maître d'ouvrage, c'est évidemment d'intégrer son cahier des charges et déjà de définir et de dire à son architecte ce qu'il veut. Bon. Ça a l'air basique, mais bien souvent on se rend compte que les maîtres d'ouvrage disent aux architectes faites-moi un projet, puis en fait ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc après ils disent non, il y a trop de 2 pièces, il y a trop de 3 pièces, ça va pas, etc. Bon, vous devez vivre ça tous les jours. Bon, alors les maîtres d'ouvrage de temps en temps critiquent les architectes, mais je crois que l'inverse peut également être vrai. Donc, obligation pour nous de déterminer un cahier des charges. Bon, ce cahier des charges va être exploité par l'architecte qui va petit à petit élaborer la maquette numérique à laquelle le maître d'ouvrage aura un accès, bon, je dirais permanent, voire plutôt régulier, et pourra faire ses remarques instantanément.
Donc ça, c'est évidemment un gain de temps, et quand si le concepteur part dans une mauvaise direction, on a tout de suite possibilité de faire part de nos inquiétudes de manière à rectifier le tir si besoin. La résultante de ça, c'est évidemment l'optimisation du projet, le contrôle des rendements. Bon, c'est un terme certes un peu barbare, mais dans une opération immobilière, par exemple de logement, 1% ou 2% de différence en matière de rendement, ça représente quelque chose d'important sur des marges de promotion qui sont de l'ordre de 7-8%. Donc c'est un élément extrêmement important qu'on peut optimiser, à mon sens, beaucoup plus facilement en travaillant avec une maquette numérique. Bon, autre gros intérêt, mais je pense que ça a déjà été souligné, bon, le process BIM permet une meilleure compréhension pour les acteurs. Qui dit meilleure compréhension dit, à mon sens, plus de créativité de la part du maître d'œuvre. Bon, donc c'est-à-dire que combien de fois, si vous voulez, on conçoit des immeubles, nous-mêmes en tant que maître d'ouvrage, on arrive dans une opération, on dit tiens, mais zut, mais pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas fait autrement? Bon, c'est vrai que travailler en 3D avec du numérique peut permettre d'être beaucoup plus performant, à mon sens, au niveau de l'optimisation des espaces, au niveau de la créativité. Bon, autre point, évidemment, c'est l'élimination des erreurs de conception. Bon, ça a déjà été évoqué dans l'entretien précédent. Pour le maître d'ouvrage, le préchiffrage également facilité au niveau de l'APS, c'est-à-dire qu'avec un avant-projet conçu dans le process BIM, on a la possibilité assez rapidement de vérifier un certain nombre de métriques, données techniques, etc., et d'appréhender un peu mieux ce fameux préchiffrage que nous demandons en tant que maître d'ouvrage aux APS, et que finalement, au niveau APS, et finalement que les maîtres d'œuvre ont du mal à faire, et qui souvent d'ailleurs, quand ils sont faits, sont peu respectés, puisque le niveau de précision du projet ne permet pas d'être très, très efficace. Bon, au bout de tout ce process, une validation solide du projet avant le dépôt du permis de construire. Alors cette validation, elle a un gros avantage. Bon, d'abord obtenir peut-être plus facilement les autorisations administratives, puisqu'on aura des dossiers dans lesquels il y aura moins d'impasse, mais surtout à partir du moment où les problèmes ont été le plus vus possible, le plus vus en amont, ça diminue le risque de permis de construire modificatif. Alors qui dit permis de construire modificatif, dit évidemment surcharge de travail, mais nouveaux délais, modification de plan de vente si par exemple des appartements sont vendus, modification du règlement de copropriété. Donc derrière une modification de projet en cours de conception, avant le démarrage des travaux, en fait se cache énormément de travail annexe. Donc plus on est capable de solidifier le dossier APD en amont, plus on gagnera du temps et de fiabilité après. Alors, autre intérêt pour le maître d'ouvrage, alors ça, bon, c'est peut-être un petit peu plus marketing, c'est qu'à partir du moment où on a une maquette numérique, on peut la valoriser sur le plan commercial en sortant plus facilement des représentations 3D, des films 3D. Alors ça, on le fait déjà, hein, sans avoir pour autant des maquettes numériques, mais on fait des films 3D qui sont en fait un petit peu déconnectés. C'est-à-dire que si par exemple il y a un changement dans le projet, ben, le film 3D n'est pas modifié, alors que là on arrive à chaîner l'ensemble. Alors là on rêve peut-être un petit peu plus, mais nous on voit également dans cette représentation 3D la possibilité d'un dialogue avec nos acquéreurs et avec la maquette. C'est-à-dire que on pense qu'on peut être à même de faire choisir aux acquéreurs leurs prestations, de gérer avec eux les modifications du plan de vente, et de façon à ce que ces modifications, ces prestations se retrouvent automatiquement dans la maquette numérique et dans toutes les pièces du projet. En phase projet,
Donc en phase projet, on est amené donc à construire en fait un prototype, et la construction de ce prototype va générer un gain certain de productivité. Bon, pourquoi? D'abord parce qu'on va être à même de prendre en compte les différentes interfaces avec les bureaux d'études, donc qui vont petit à petit enrichir la maquette. On va pouvoir intégrer les spécificités techniques des produits avec les banques de données d'objets numériques. Et puis, chose très importante, les différents intervenants n'auront pas à ressaisir l'ensemble des plans comme c'est le cas actuellement, et donc on va diminuer les pertes d'informations. Bon, cette synthèse, alors autre avantage du process BIS, c'est évidemment la synthèse qui est à ce stade totalement maîtrisée par la maîtrise d'œuvre. Alors le fait d'employer d'ailleurs l'adjectif maîtriser, maîtrise d'œuvre, c'est un clin d'œil. Donc on n'est plus obligé, si vous voulez, de confier à des organismes intérieurs des études sur les synthèses entre la structure, entre les fluides, etc. Alors on a parlé tout à l'heure d'économie. Vous nous avez montré, il y a un sondage qui a été montré. Bon, nous, on estime que l'économie du process BIM est d'environ 40 € à peu près du mètre carré. Donc on est assez en dessous de certains chiffres qui sont avancés. Je pense, contrairement à ce qui a été dit, qu'on gagnera en durée de chantier, en revanche. C'est-à-dire que ça diminue les mises au point, et donc on devrait pouvoir gagner en durée de chantier. Donc, dans cette phase d'exécution, amélioration de la synthèse, et de ce fait, amélioration de la qualité, des performances techniques qui sont mieux maîtrisées, une labellisation plus facile, et les délais, je viens d'en parler, également mieux maîtrisés. On va passer assez rapidement sur la phase gestion, donc qui mérite néanmoins d'être rappelée. À l'issue du process BIM, donc on a une maquette de recollement qui va servir évidemment dans la gestion future du bâtiment au syndic, qui va pouvoir accéder plus rapidement aux différentes informations, qui peut également, cette maquette peut simplifier le SAV et réduire les coûts d'exploitation, et elle permet d'intégrer la future carte vitale du bâtiment. Alors, tout ça, ce sont les intérêts, mais maintenant, quel est l'impact pour la maîtrise d'ouvrage? Bon, le process BIM nécessite, pour le maître d'ouvrage, de revoir son organisation interne. Au niveau du montage du projet, bon, on a parlé tout à l'heure de la mise en place d'un cahier des charges, niveau 2 ou niveau 3, comme le disait Lionel tout à l'heure. Aujourd'hui, ne rêvons pas, on ne peut travailler que sur le niveau 2, donc on n'est pas capable d'avoir une maquette unique, etc. Donc on est obligé d'avoir différentes maquettes numériques. Mais on y viendra un jour. Bon. Au niveau du montage du projet, bon, le process BIM conduit à un suivi dynamique de l'élaboration du projet, et nécessite de notre part des prises de décision rapides. Parce que rien ne sert de mettre en place un process comme celui-là si on met 15 jours à donner notre avis sur des documents qui sont remis par l'architecte. Dans ce cas-là, autant sortir un joli plan papier, le mettre à la poste et puis l'envoyer. Donc il est évident qu'on doit s'organiser pour être réactif, au même titre qu'on va demander à nos maîtres d'œuvre eux-mêmes d'être réactifs quand on fait des observations sur le projet. Donc je dirais qu'un mode de travail un petit peu nouveau qui conduit en fait à un dialogue ouvert et qui évite en fait de tricher.
Bon, alors, ça nécessite au sein de la maîtrise d'ouvrage l'intégration d'un AMOBIM, qui est un interlocuteur permanent vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre et du BIM manager. Alors cet AMOBIM, il peut être soit interne à la structure, soit externe à la structure. Nous, dans notre cas, nous avons décidé de gérer directement l'AMOBIM. Bon, et donc c'est pour ça que j'ai un collaborateur, directeur technique, bon, à qui je parlais de BIM il y a 2 ans, qui me disait c'est quoi ce truc-là, et qu'aujourd'hui finalement il est devenu BIM manager et il ne parle plus que BIM. Organisation interne à revoir, mais également donc nouveau mode de travail en Open BIM. Ce mode de travail, sa réussite est liée, il faut bien comprendre ça, à la capacité d'adaptation des intervenants au projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille de façon ouverte, il faut que tout le monde joue le jeu et que tout le monde s'équipe. Alors soit en logiciel métier compatible, donc il peut y avoir différents logiciels qui fonctionnent tout à fait, qui peuvent tout à fait être harmonisés. Bon, et donc la maquette devient le centre d'un travail collaboratif, et comme c'était dit tout à l'heure, de plus en plus de concours maintenant lancés par les promoteurs sont en BIM ou par les aménageurs. Alors on va s'arrêter. Ah. Voilà. Bon, donc l'AMOBIM, donc les moyens humains, les nouveaux moyens humains et les intervenants. Donc côté maîtrise d'ouvrage, l'AMOBIM. Donc là on fait un tout petit arrêt. Donc qu'est-ce que fait l'AMOBIM? Il assiste le maître d'ouvrage dans ses échanges BIM. Il aide le maître d'ouvrage à identifier les plus-values de la démarche BIM pour son projet. Il formalise le cahier des charges. Il audite et vérifie la maquette. En face de l'AMOBIM, on va trouver le BIM manager qui est le référent de la maquette numérique pour le projet. Qui, à mon sens, doit être intégré dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Bon, donc son rôle consiste dans la gestion des interventions sur la maquette numérique dans la mesure où on est en niveau 2. Il gère les échanges d'informations, les interactions dans toutes les phases du projet. Il coordonne les équipes pour créer les conditions d'interopérabilité. Bon, il anticipe les problématiques propres aux échanges d'informations ainsi qu'à la vérification de la conformité de ces informations. Donc jusqu'à la phase des CE, la fonction du BIM manager nécessite une expérience confirmée dans le domaine du projet, dans la connaissance technique du bâtiment, et à partir de la phase d'exécution, le BIM manager doit aussi assurer la cohérence de la maquette virtuelle et la construction. Donc les compétences de conduite de chantier et de modélisation sont nécessaires. Donc on se rend compte que le BIM manager, c'est quand même un gars qui a une certaine expérience, et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, le fait de l'intégrer dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est un coût, et en face de ce coût, je pense qu'il est tout à fait justifié qu'il y ait une rémunération. Bon, voilà. Donc le BIM manager est chargé du développement de la maquette numérique pendant la conception et la réalisation du bâtiment, et à ce titre, il assurera durant la phase exécution que les entreprises intègrent leurs documents de synthèse au niveau du détail 300, ça c'est un peu chinois, ceci pour permettre d'avoir une maquette BO BIM. Alors après, je vous ai fait quelques petits schémas sur voilà, donc accélérer, on va aller très vite là. Hein. Bon voilà, donc il y a ici, si vous voulez, quelques schémas qui montrent, si vous voulez, les différentes étapes de l'élaboration de la maquette. Donc premièrement, conception, vous voyez les intervenants, on arrive à une première maquette numérique de référence. Deuxièmement, phase projet, cette maquette numérique de référence s'enrichit de l'intervention d'un certain nombre
d'intervenants techniques et on arrive à une maquette numérique DCE. Et puis après, en phase exécution, cette maquette numérique DCE vient s'enrichir avec les maquettes numériques des différents corps d'État pour aboutir in fine à une maquette numérique d'exécution DOE. Donc pour terminer, impact pour l'architecte. Donc le BIM, à notre sens, c'est un virage à prendre. C'est une chance pour l'architecte pour se placer au cœur du dispositif en intégrant un BIM manager et en hébergeant la maquette. Bon, ça permet à l'architecte de conserver, de prendre une position de leader dans le suivi dynamique de l'élaboration du projet et également de rester peut-être propriétaire de la maquette numérique. Alors ça, c'est un aspect juridique à définir de façon un peu plus précise. En ce qui concerne les rémunérations, nous considérons, nous, que le process BIM génère des économies, bon, et que de ce fait, une rémunération complémentaire est tout à fait justifiée pour la maîtrise d'œuvre dans le cadre du volet exécution BIM qu'il faut intégrer dans les contrats de maîtrise d'œuvre. Alors après, ça peut être la note de complexité. Bon, il peut y avoir différentes façons. Bon, ceci dit, ce qui est intéressant, c'est de savoir le chiffre qu'il y a en bas. Bon, l'autre intérêt pour les architectes, c'est de voir peut-être des missions de suivi en cours d'exploitation des immeubles, puisqu'ils sont dépositaires de la maquette BIM. Bon, également au niveau interne, des gains de productivité. Le no-BIM, c'est-à-dire les architectes qui ne vont pas vouloir se lancer dans le BIM, je pense que, à mon sens, ils risquent de se marginaliser. Et une agence qui ne sera pas BIM n'aura plus accès bientôt à la commande publique. J'étais un peu rapide. Merci Eric, donc c'est une belle présentation. On a bien compris que la maîtrise d'ouvrage n'était pas contre, mieux rémunérer aussi ses missions. Donc je vous remercie de ce discours. Donc on se pose un problème sur le modèle économique de nos agences aujourd'hui. Donc là on a dans des choix de mutation. Donc avec François là, qui va faire une petite présentation, c'est bien expliqué que de toute façon nos agences doivent muter dans leur fonctionnement. Elles doivent se mutualiser avec d'autres partenaires, elles doivent travailler de manière différente et d'être toujours dans un rapport gagnant-gagnant qu'il faut expliquer à la maîtrise d'ouvrage. Donc François, par sa présentation, va nous expliquer ce changement de modèle économique et de rapport gagnant-gagnant. Est-ce que tu le lances ou pas? Oui. Il faut que j'ai l'image, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'est le projet sur lequel on a déposé le premier PC numérique en France. Avant de parler du modèle économique, ou pour arriver au modèle économique qui me paraît évident, je voudrais vous présenter quelques images. Donc là, je suis sur une tablette. Tablette, ça ne coûte rien. Je suis sur un visualisateur qui est gratuit, donc ça ne coûte rien. Et effectivement, ça illustre bien les propos précédents, c'est que pour découvrir le projet, le comprendre, se promener, ce visualisateur, en l'occurrence BIMX, va me permettre à celui qui manipule d'aller se promener où il veut. Et on va voir donc que c'est de la transparence. Et on va voir que cette transparence, ça génère de la confiance. Et que transparence plus confiance, ça permet d'aller plus sereinement à la garantie de performance. Et le prochain rendez-vous, RBR 2020, réglementation bâtiment responsable 2020. Aujourd'hui, on ne peut plus dire t'as qu'à croire que mon projet il est HQE, t'as qu'à croire que mon projet il est bilan carbone, t'as qu'à croire qu'il est Effinergie. Non, il faut démontrer. Et donc, cette maquette, c'est un outil qui va permettre de simuler, qui va embarquer l'intelligence. Si j'interroge cette toiture, et cette information est partagée avec tout le monde, le thermicien, le maître d'ouvrage, l'entrepreneur de toiture, l'entrepreneur, etc. Donc, ça donne à découvrir, ça donne à comprendre le projet. Toujours ce visualisateur permet de décortiquer le projet et de le faire en temps réel, de la cave au grenier, des visites de ce qui va se passer. J'ai bien sûr tous les systèmes de représentation traditionnels, donc là tout le monde pense pouvoir lire ce genre de document, mais c'est vrai que quand il est recontextualisé dans le modèle de la maquette,
il devient plus facilement compréhensible par tout le monde. On parlait du maire, on parlait de l'habitant, voilà. Et donc, je démontre aussi, par la même occasion, qu'on peut avoir confiance en cette maquette parce qu'il n'y a pas la moindre retouche AutoCAD. Chaque plan possède un cartouche, une date, un émetteur, une responsabilité. On parlera de juridique tout à l'heure. C'est ça qui est important. La maquette est en accompagnement. Elle ne remplace pas les documents de présentation. Les livrables BIM, dont je parlais tout à l'heure dans la MIC, sont des livrables qui restent des livrables très factuels. Il y a des plans, il y a des coupes, et il y a des perspectives. Voilà, la maquette vient là pour accompagner la compréhension et la lecture. D'ailleurs, on le voit, la maquette est un fantastique outil de démocratisation de la compréhension d'un projet. On n'est plus entre spécialistes qui savent décoder des plans, des coupes et reconstituer tout ça dans leur tête. On accompagne et on emmène tout le monde dans l'aventure. Si je regarde une coupe, alors quand on a fait l'instruction du permis de construire, en PC numérique, on a pu démontrer à l'instructeur qu'on faisait en 1 heure ce qui mettait 3 semaines ou plus à faire. Parce qu'on lui donnait à voir tout. On lui donne la possibilité de recontextualiser cette maquette dans son domaine, cette coupe. C'était une coupe contractuelle, elle a son cartouche, son échelle, je la pousse. Et après, s'il trouve qu'il n'a pas assez de coupe, ou qu'il craint que j'ai caché quelque chose quelque part, il peut se les fabriquer, ou on se les fabrique ensemble au moment où on parcourt et on instruit le projet. Donc ça, c'est pour montrer quand même l'intérêt assez évident de visualisateurs qui, encore une fois, sont gratuits et qui permettent à chacun de plonger et de comprendre la même chose dans le projet. Et c'est l'information qui est capitalisée, qui est partagée. On parlait du carnet numérique d'entretien. Le carnet numérique d'entretien, je le fabrique à la conception. Quand je dis que la toiture, elle est revêtue ou constituée de tel matériau, cette information, elle est enregistrée et je l'aurai à la sortie dans le carnet d'entretien numérique. Alors, je ne veux pas revenir pour l'instant tout de suite sur ce tableau. Je veux juste vous montrer par quelques slides comment on peut inventer un modèle numérique gagnant-gagnant, mais en fait, ça a déjà été un peu dit. Je voudrais juste dire que moi j'appelle ça bouleversement interprofessionnel majeur parce que c'est vraiment, si on n'accepte pas de se reposer la question du rôle et de la place des acteurs, on passera à côté du BIM. Je veux aussi dire quand même que c'est juste, le BIM, on présente ça comme une innovation dans le bâtiment, sachez que c'est juste un petit rattrapage de 35 ans de retard. Parce qu'à 35 ans de retard, moi je faisais du BIM, certains faisaient du BIM, ça ne s'appelait pas comme ça. D'ailleurs, l'UNSFA avait écrit en 86 un article sur le sujet. Il se trouve que malheureusement, tout le monde, aéronautique, automobile, électroménager, il y a 35 ans, comme le bâtiment était sur le 3D, et seul le bâtiment s'est laissé convaincre qu'une planche à dessiner électronique serait suffisant pour lui. Donc on est en train de redécouvrir ce que les autres ont parcouru, donc il n'y a pas de danger. On sait que c'est, s'ils l'ont adopté, c'est que c'est bon. On a vu ce que je voulais vous démontrer, transparence, générateur de confiance, transparence plus confiance, ça mènera de la garantie de performance, parce que toutes les simulations que l'on pourra faire, toujours sur ce projet, nous à l'agence, j'attends pas d'avoir un thermicien pour faire du BBio ou l'RT 2012, ou des facteurs d'éclairement. Je prends, nous on travaille sur Archicad, je prends ArchiWizard, j'ouvre mon modèle sous ArchiWizard, j'ai aussitôt des cartes solaires, j'ai plein de trucs qui m'aident à la conception. Ce n'est pas des outils de bluff, c'est des outils qui m'aident à la conception, qui m'aident à justifier mes choix et à faire comprendre à mon maître d'ouvrage pourquoi je choisis telle ou telle solution. Je vais pouvoir aller chercher, télécharger des bibliothèques de composants, charger mon information en projet. Dans le PC numérique, je vais pouvoir caractériser, je parle de RBR 2020, RBR 2020, ça va être qualifier le confort, qualifier le bien-être, donc justifier des choix. Eh bien, voilà, sur ArchiWizard toujours, je vais mettre des lames de store, je change l'incidence de la lame de store, j'ai aussitôt dans la seconde, c'est un outil d'aide à la conception, j'ai pas pris une semaine le retour d'un ingénieur thermicien ou autre, dans la seconde, j'ai le nouveau flux de lumière qui rentre dans le logement et je modifie en conséquence où je positionne mes stores. Dans le PC numérique, qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté, parce qu'il y avait un ABF, donc on lui a présenté le projet comme je l'ai dit tout à l'heure, et après on a fait une maquette blanche.
pour déparasiter les informations, parce que trop d'informations tue l'information. Donc on a fait une maquette blanche, et je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les slides, mais on a pris tous les articles du PLU, on a réécrit la règle, et sur notre maquette blanche, on a matérialisé en 3D la contrainte, un prospect. Alors par exemple ici, on a matérialisé les contraintes de respect de vide entre deux volumes. Il suffit de matérialiser en 3D ce volume et vérifier, alors en tournant autour, qu'il est pénétré d'aucune façon par aucun truc. Donc là, il n'y a plus besoin de produire 1000 coupes, 1000 plans, 1000 machins. En 3D, l'instructeur, tout de suite, vérifie le changement. Et on a fait ça pour tous les articles. Petite chose au détail, on parle de gain de qualité. Sur un petit chantier, tout petit chantier, je vois que le charpentier avait dessiné des plans en 3D, ce qui est normal pour un charpentier. Je me dis, tiens, je vais l'appeler, et puis ça se trouve, il peut m'envoyer son truc, mais comment je vais lui parler, parce que je pensais qu'il était, comme on le dit, très très en arrière de la main. Et je lui dis, est-ce que vous pourriez m'envoyer une copie de votre fichier 3D, parce que ceci... Il me dit, vous voulez un IFC? Je dis, oui. Le gars, il a 10 compagnons. Et il m'a envoyé son plan de charpente, on l'a mis sur le nôtre, et puis je l'ai rappelé dans les 10 secondes qui suivaient pour lui montrer que son chevet de Velux n'était pas au bon endroit. Donc c'est mieux de découvrir ça à ce stade-là. Voilà. Alors ça, c'est pour dire qu'on est tous, à part quelques exceptions, en plein apprentissage. On nous raconte que les grands groupes maîtrisent parfaitement le sujet, c'est totalement faux. Ils sont peut-être dans la salle, on verra Bouygues tout à l'heure. Moi, je peux témoigner que je bosse avec Bouygues, avec Eiffage, avec Vinci. Aucun ne savent utiliser la maquette numérique que je leur donne, malgré des belles conférences qu'ils savent faire sur le sujet. Ils savent au siège, mais les opérationnels ne le savent pas. Par contre, ce petit charpentier qui ne fait pas de bruit, eh ben, lui, il n'a pas fait de publicité, mais il sait. Donc, c'est pour jeter la pierre à personne, on est tous en train de découvrir, et d'ailleurs, le BIM n'a de sens que s'il est gagnant-gagnant, donc s'il est solidaire, donc si tout le monde est au même niveau. Donc, je ne jette pas la pierre au grand groupe. Ils travaillent énormément sur le sujet, et je pense que dans 6 mois ou dans 1 an, toutes leurs filiales seront opérationnelles, même si ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Donc on est tous en phase d'apprentissage, donc personne n'a de complexe à faire. Par contre, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, ceux qui ne seront pas vraiment mis dans les 3 ans qui viennent, à mon avis, ne seront plus là dans 3 ans pour en parler. Donc il y avait un vrai enjeu d'être présent au rendez-vous. Alors, moi ce qui m'intéresse, et j'en viens au modèle économique, c'est la notion de superviseur de contrainte. Vous devez bien comprendre que vous pouvez matérialiser, comme on l'a fait pour le permis de construire numérique, des contraintes. Elles peuvent être, ça peut être un PLU, un prospect, ça peut être, moi, maître d'ouvrage, je veux que mes séjours ne fassent pas moins de 3,60 m, ça peut être, moi, réglementeur hors accessibilité, je veux un rond de tel truc à tel endroit, moi, ingénieur... sécurité incendie, je veux ceci, je veux cela. Donc on va pouvoir implémenter des règles, ce que j'appelle le superviseur de contrainte, et demander après la vérification automatique du respect de ces exigences. Voilà. Donc c'est assez simple et c'est assez prodigieux pour faire finalement de l'autocontrôle, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et cet autocontrôle, on le doit normalement. Mais on voit bien que ça va nous amener beaucoup plus naturellement et simplement à faire de l'exé, de la synthèse. Ça, exemple avec Solibri sur des parcours de distance pour justifier d'un respect de réglementation incendie, des battements de portes pour justifier de respect de réglementation handicapée, d'autres éléments. On le fait ça plus simplement sur les tableurs Excel, des exports sur tableur Excel pour vérifier les C+D. Enfin voilà, les applications sont assez vastes, et moi ce que je voudrais vous faire percevoir, c'est que quand l'architecte saisit soigneusement son projet, il se facilite la vie peut-être à lui pour plus tard, mais indéniablement, il facilite la vie de tous ceux qui vont avoir à travailler à l'aval de cette maquette. Et très caricaturalement, je dis, prenons le temps d'un thermicien ou d'un autre acteur, il a 3/3 de temps. 1/3 de temps pour comprendre le projet, sa nébuleuse des espaces, comment c'est foutu. 1/3 de temps
pour prendre son cutch et puis aller chercher sur une coupe, sur une façade, sur un plan, des dimensions avec un risque d'erreur, les ressaisir dans un logiciel de métier de calcul thermique avec d'autres risques d'erreur, voilà. Et puis il a un tiers de temps pour déployer son talent. Vous avez bien compris qu'avec les outils qu'on vient de vous présenter, le premier temps il est scratché à quelques dizaines de minutes, le deuxième temps, quand tout sera opérationnel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à quelques nanosecondes, parce que grâce aux IFC, on le fait déjà sur Archiwizard, les informations sans intervention humaine sont captées automatiquement de la maquette pour pouvoir faire une RT 2012 ou un TBio. Donc on voit que ça va déplacer quand même les curseurs. Et donc à ce moment-là, on peut se poser quelques questions. Pourquoi, moi architecte, je vais passer ces dizaines et des centaines d'heures en plus pour faire ce travail qui simplifie le bonheur, la vie de tous les autres, qui leur fait économiser à chacun 50 heures? Pourquoi je le ferais? Si j'élargis la focale, pourquoi la maîtrise d'œuvre dans son ensemble passerait toutes ces heures à faire une belle maquette pour que seule l'entreprise tire les marrons du feu au moment de l'appel d'offres, parce que elle économisera. Eiffage, quand je leur montrais cette maquette numérique il y a 3 ans déjà, il me disait mais c'est merveilleux, on va économiser 2 mois hommes à chaque appel d'offres. Voilà. Donc ça corrobore ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que celui qui a un travail à faire et que ce travail est éclairé par la maquette, il gagne un temps prodigieux. Tous les maîtres sont donnés, toutes les vues qu'ils veulent avoir particulières sont personnalisables. Donc c'est énorme. Et alors si j'élargis encore la focale, pourquoi la maîtrise d'œuvre et les entreprises passeraient beaucoup de temps à faire une très belle maquette pour que seul le maître d'ouvrage ou l'exploitant tire les marrons du feu? Donc on voit bien qu'il faut inventer un modèle gagnant-gagnant. Et ce modèle économique, eh bien, pour moi, il repose sur quatre éléments. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, c'est prendre en compte le coût d'élaboration de la maquette dans la rémunération, sans en faire une mission spécifique, parce que je pense que ce n'est pas dans l'air du temps, mais simplement en jouant sur une note de complexité. Revoir le cadencement des honoraires. Rémunérer toutes les prestations annexes que l'on peut produire à coût beaucoup plus raisonnable qu'avant, mais ce n'est pas parce que c'est moins cher que c'est gratuit. Et puis, j'en viens au cœur du système, c'est évidemment confier à la maîtrise d'œuvre les missions de maîtrise, les missions d'exé, alors totale ou partielle, ça il peut y avoir débat en fonction de la complexité du projet, et la mission de synthèse. L'intérêt du maître d'ouvrage, c'est d'aller à l'appel d'offres avec un dossier de consultation en béton, même sur construit en bois, c'est-à-dire un truc sécure, où l'entreprise n'a pas à aller inventer les quantités, où tous les problèmes qui ont été dévoilés tout à l'heure sur l'harmonisation ou la synthèse entre la structure, les fluides et l'architecture sont réglés. Pourquoi attendre le chantier pour découvrir ces problèmes-là, ou même la préparation de chantier? Donc on voit bien que le bon sens, en tout cas, moi si j'étais maître d'ouvrage, et notre maître d'ouvrage a témoigné dans le même sens, c'est qu'évidemment j'ai intérêt, moi, à me doter d'une maîtrise d'œuvre qui sait me faire tout ça. Et comme il l'a dit, c'est pas gratuit. Mais investir dans la maîtrise d'œuvre pour avoir un chantier avec 0 défaut et un prix sécure au moment de l'appel d'offres, ça vaut largement de revoir l'ingénierie financière, donc de mettre un petit peu plus en amont. Alors je crois que dans vos régions, Rhône-Alpes et en Alsace, ce sont des pratiques relativement courantes. Mais nous, en Ile-de-France et ailleurs dans la France, on n'a jamais de mission d'exé, de synthèse, etc. Or, le modèle de la maquette numérique est là. Parce que ces missions d'exé, de synthèse, etc., ça s'achète 2 ou 3 points. Non? Entre 1 et 3. Bon, ça dépend, ça se discute. Moi, je dis que si ça s'achète 3 points, il n'y a plus de sujet sur le modèle économique de la maquette numérique. On a largement de quoi investir dedans. Voilà. Mais c'est la poule et l'œuf. Si en mission de base, WAMOP, on n'a pas ces missions-là, on va s'attendre longtemps. Voilà. Donc c'était le sens des propos que je voulais dire. Il y a un modèle économique qui paraît simple, c'est celui qui consiste à jouer et à s'appuyer sur une maîtrise d'œuvre forte, compétente, qui saura utiliser cette maquette pour fabriquer d'ailleurs dès le début du projet ce carnet numérique d'entretien qui sera bientôt, enfin qui est déjà maintenant obligatoire. Voilà, donc c'est quelques mots pour vous dire que ce sujet
qui est le frein principal pour certains, de dire moi pourquoi je vais y aller parce que j'ai pas les sous en période de crise, c'est pas non plus évident, eh bien c'est qu'il y a une sortie qui est à peu près elle évidente, et que les maîtres d'ouvrage à qui on expose ce genre de démarche, ça c'est pour dire j'ai terminé mon temps de parole, sont assez d'accord en général sur cette version-là, en disant oui, vous avez raison, c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Voilà. Merci François. Donc, le timing est tenu. Alors, on va faire une petite pause avec des questions, si vous voulez. Alors, j'ai interrogé, parce que je suis dans le fond de la salle tout à l'heure, il y avait un de nos confrères qui disait oui, mais alors François, il parle du modèle de l'automobile, des choses comme ça, mais eux, ils en vendent 1 million de voitures. Nous, notre bâtiment, à chaque fois, est unique, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu as une réponse à cette question? Oui, j'ai une réponse très simple. C'est qu'il a raison, le confrère qui dit ça. Mais il a tort. Il faut s'asseoir. Parce que c'est vrai que le bâtiment a toujours refusé, depuis les méthodes ISO 9000, a toujours refusé tout ce qui vient du monde de l'industrie au motif que les autres font des séries et nous on fait des protos. C'est là où il a raison, c'est la bonne démarche. Simplement, je dis changeons de paradigme, acceptons l'idée qu'aujourd'hui le proto c'est la maquette numérique et que le chantier c'est le premier de série, d'une série qui s'arrête là, parce qu'effectivement on fait que des protos. Voilà. C'est juste ça la différence, elle est essentielle. Pourquoi croyez-vous que Boeing, Dassault, les automobilistes, etc., sont partis là-dessus? C'est parce que c'est venu des démarches qualité. C'était quoi l'idée? L'idée, c'est quand même d'échapper au gaspillage annuel des 15 à 20 milliards d'euros qu'on gaspille chaque année, en coût de non-qualité. On cherche du fric, et là le fric. Et quel est l'outil qui permet d'attaquer sérieusement ce gaspillage annuel? C'est la maquette numérique. Alors, je pose des questions en même temps, mais donc quelqu'un m'a dit tout à l'heure aussi, oui, mais le BIM, c'est pour les grosses agences qui peuvent intégrer de l'ingénierie, de la thermique. Je pense que tu as partiellement répondu à cette question. Aujourd'hui, on mène une action, notamment avec des jeunes confrères qui s'installent, non pas obligatoirement à s'associer, mais à mutualiser. Donc ça a plein de noms, c'est les pépinières, les choses comme ça. Mais il faut s'habituer, et franchement, nos amis, notamment de Sinov, qui sont les bureaux d'études de taille modeste, sont extrêmement demandeurs de venir avec nous. Alors pas obligatoirement d'être associés, je vous dis, mais de mutualiser les compétences et d'offrir une offre globale. Parce qu'à un moment, il va y avoir une confrontation quand même directe. Et nos amis aussi artisans sont preneurs, ce que disait François. Si on est en capacité de fournir des métrés, et c'est des métrés qui sont justes, parce que la maquette, et Benoît le disait, la maquette elle est unique, il n'y a qu'un seul métré, il n'y a pas des métrés dans une maquette numérique. Les artisans sont aussi intéressés à venir avec nous sur ce biais-là. Donc on va créer une espèce de synergie entre des acteurs qui ne sont pas obligatoirement des gros acteurs. Donc on met à part les grandes entreprises générales ou les grands bureaux d'études, mais on a une opportunité par cette alliance, par cette mutualisation, par ces associations, d'avoir une vraie réponse. Et là est la chance du BIM pour nous, parce qu'elle n'est pas liée à la taille de l'entreprise. Et je peux vous dire aujourd'hui, il y a des entreprises extrêmement performantes où il y a 2 architectes dans l'agence, ils ont un thermicien alors qu'il n'est même pas associé, qui sous-loue une partie des locaux, et ils montent la maquette parce qu'il y a quand même besoin d'avoir le lien humain. Penser qu'on va tout faire à distance, c'est aussi, je pense, une erreur. On a besoin dans le bâtiment d'être dans l'humain, donc c'est pas réservé aux grosses agences, et ce lien avec le T n'est pas réservé aussi à des structures qui sont plus importantes. Alors, je propose, parce que je ne vais pas faire les questions et les réponses, si vous avez 2-3 questions, et après on va se reposer, puisque nos confrères vont vous présenter les différents logiciels BIM qui équipent leurs agences. Donc, une question? Pas que. Moi, je voudrais juste vous dire que nous-mêmes, pour un projet d'extension qui fait 30 000 euros, 20 000 euros, on modélise
modélise en 3D parce que de toute façon, il y a un temps fou dans la compréhension et l'acceptation du projet, que ce soit par le client, par le maire, la compréhension par l'entreprise, un appel d'offres plus fructueux parce que tout est dit. Donc il n'y a vraiment pas de l'histoire du petit projet et du grand projet. Moi je ne fais pas d'abord, nous on fait des projets entre 100 000 et maximum 20 millions d'euros, et j'en ai plus dans les 3-4 millions d'euros. Il n'y a pas photo, on fait pas mal de réhabilitation. Quand je fais de la réhabilitation, même quand je fais un audit global, un diagnostic global, on passe par la modélisation, une modélisation qui est simplifiée, parce que ça permet à la copropriété de comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et donc, il n'y a pas, enfin je témoigne, vous pouvez venir voir à l'agence, que c'est pas réservé aux grosses agences. Nous, on est une petite dizaine aujourd'hui, j'ai longtemps été plutôt 3, 4, 5, et il n'y a pas photo. C'est de la qualité, et de l'économie en bas. Alors, c'est pas d'économie quand vous perdez des projets, parce que vous insistez plus que le gars qui aura fait un petit crowbar sur AutoCAD ou autre chose. Mais voilà, si le projet a une suite, pour un petit projet, ça vaut largement l'investissement.